mon père travaillait à l'usine et donc je suis née au Creusot. Mon mari, je l'ai rencontré à Saint-Émilion. Le Creusot, c'est une ville ouvrière. Les sirènes nous rappelaient à 7h30, à midi moins le quart, à 1h30, à 6h, que c'était quoi les ouvriers qui sortaient de l'usine. Et puis il y avait plein de petits magasins qu'on allait faire nos courses. Il n'y avait pas de grande surface et disons que on est habitué. Alors moi, je trouvais que c'était bien. Question culturelle, il y avait beaucoup de spectacles pour Schneider, mais enfin, les ouvriers et les ingénieurs n'avaient pas les mêmes spectacles. Nous, on n'a jamais trop été si au cirque Bouillonne, parce que mon père avait eu des tickets pour moins cher et on avait été au cirque. Alors on avait fait 14 km à pied pour aller au cirque. C'est mon premier cirque, j'avais quel âge? 10 ans. Oui, on était tout fiers. Et aujourd'hui, tu as 80 ans. Bien, moi, j'ai travaillé chez Prin à la tricoterie qui était du côté de la place La Molette. Et puis après, j'ai reconnu mon mari, et puis on s'est mariés, puis j'ai pu travailler. Les femmes qui travaillaient par exemple chez Schneider, dès qu'elles se mariaient, au bout de 6 mois, elles devaient arrêter de travailler et rester au foyer, élever les enfants, etc. Ok. Voilà. Et donc vous êtes la fille et vous avez quitté le Creusot, c'est ça? Voilà, alors moi je suis née au Creusot, j'ai fait toutes mes études au Creusot et j'en suis partie à 18 ans faire mes études à Dijon. D'accord. Et puis après je suis revenue travailler à Autun. Et le travail m'a amenée en région parisienne et j'y suis restée pendant plus de 26 ans. Et maintenant j'aimerais revenir en Bourgogne. Voilà. Et en quelques mots, votre enfance au Creusot? Moi j'en ai un super souvenir. Je trouve que c'était une ville qui vivait bien. Il y avait beaucoup plus de petites boutiques, on se baladait beaucoup. Et puis il y avait l'usine qui prenait effectivement toute la place, mais c'était le cœur de la ville, c'est ce qui faisait vivre tout le monde. Et donc le souvenir de mon enfance, je crois que c'était le mercredi où les usines, je ne sais pas quelle fonderie, travaillaient, mais la ville était recouverte d'une fumée orange. Et il y avait après une poussière sur les voitures, les bords de fenêtres. Mais c'est un souvenir positif, parce que je crois lié au travail. Le parc du château de la Verrerie, peut-être en souvenir, parce qu'on allait faire des belles balades. Oui, voilà. Mais au début, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit d'y aller. Ah oui? Oui, c'était gardé. Oui. Et je me souviens, il y avait une amie que ses parents étaient gardes, je crois, au château. Et un jour, elle m'avait invitée, on avait été dans le parc. Oh, je trouvais ça super. Mais il y avait le parc, mais on n'en était pas jaloux qu'on ne pouvait pas y aller. C'était comme ça. Mais il était beau ce parc. Après, oui, quand il a été ouvert, qu'on pouvait se balader, là, c'était bien. Moi, avec les petits-enfants, on allait souvent au parc. Et moi, le souvenir que j'ai aussi du Creusot, c'est que les quartiers étaient bien marqués. Il y avait le quartier des ouvriers, le quartier des ingénieurs, les maisons n'étaient pas les mêmes. Et un peu, ça faisait rêver, mais pas en temps. Enfin, il n'y avait pas un sentiment de jalousie ou d'inégalité. Et on a des oncles et tantes qui avaient les petites maisons des ouvriers, mais qui étaient super bien organisées avec le grand jardin. On voit au fil des années qu'il y a de plus en plus d'étrangers de toutes nationalités. En effet, en 1966, 3143 étrangers étaient recensés. Les plus nombreux sont les Italiens, avec 522 personnes en 1876. Le Creusot est donc une ville cosmopolite, c'est-à-dire une ville du monde. Ces images nous font penser à des camps de concentration, mais ce sont des baraquements construits pendant la Première Guerre mondiale pour des prisonniers de guerre. Ils ont très vite servi à reloger de la main-d'œuvre étrangère. Cette diapositive envoie une image positive. Cependant, les Chinois ont fait grève pendant la Première Guerre mondiale car ils étaient mal nourris. Ici, nous voyons des Polonais. Cependant, il y avait également des Russes blancs après la Première Guerre mondiale. Ce sont des opposants au régime bolchevique.
Au Kosovo, nous trouvons toutes sortes de personnes, dont des réfugiés politiques. Ces photos sont prises comme si les Marocains étaient des prisonniers. En effet, nous pouvons voir leur empreinte digitale, des photos qui sont prises de face et de profil. Cela renvoie à notre période de domination coloniale. Les couleurs sont chaleureuses, ce ne sont pas des caricatures. Ici, nous voyons des lieux accueillants, ce sont des boutiques. Certaines de celles-ci existent encore aujourd'hui. La diversité de ces boutiques montre le métissage présent entre nous. On peut aller à la rencontre de différentes cultures du monde. Comment était ta vie au Laos avant que tu partes pour la France? Je nais à Chiang Khong, c'est une province méridionale du Laos. D'accord. C'est le centre, Ok. en haut un peu D'accord. de Haut-Laos. Et tu as reçu une certaine éducation? Ben, moi, on va le faire à l'école, comme tous les enfants. C'est la maternelle, les primaires et puis après les secondaires. D'accord. Mais à un programme français. T'as suivi un programme français, toi? Oui, tout le temps. D'accord. Ok. Et Les fameuses phrases nos ancêtres les Gaulois, en classe de CM1. oui, parce que en fait, ils te disaient nos ancêtres les Gaulois alors que c'était pas tes ancêtres puisque t'es né au Mais non. Laos. Oui, c'était un petit peu T'as vu paradoxal. un peu la pif asiatique dont on rigolait, quoi. Oui, Ouais. bien sûr. Et puis après mes études, j'ai fait après la troisième, j'ai fait études techniques. Donc D'accord. j'ai fait une étude en électronique. Donc quand je suis sorti en 68, le fameux mai 68 là, je suis sorti de l'école et puis je travaille pour le gouvernement Lao. D'accord. Et tu faisais quoi Là, comme métier? je travaille comme technicien de maintenance à l'aéroport de Vientiane. D'accord. Et quand est-ce que tu as été professeur des écoles? Après, Ah, ok. pendant 3 ans, je D'accord. gagne pas ma vie. Mm. Le gouvernement là est très pauvre, donc il ne peut pas me payer que je puisse nourrir ma famille. Donc je fais D'accord. faire. T'étais déjà avec mamie là? À l'époque, non, pas encore. Mais je dépense beaucoup là, comme tous les jeunes à l'époque. Et puis après, je travaille comme prof parce que je suis, je suis pas commerçant, je suis honnête, donc je ne peux pas faire un commerce. Quand tu fais un commerce, tu voles des gens. Je fais un métier que j'aime bien, c'est d'être enseigné, l'histoire géo. D'accord. Donc tu as continué avec les Gaulois sont tes ancêtres ou... Voilà. J'ai continué. Et t'as Non. enseigné au français? Ouais, non, il n'y a pas Oui, dans une école française. L'école privée au Laos, les Laotiens. En 1973, j'ai commencé à enseigner jusqu'à 75.
En 75, c'est le débâcle, c'est-à-dire que les communistes qui ont investi l'Indochine. C'est pour ça que et le problème avec le communiste à l'époque, qui met en prison ou dans les camps de rééducation de toutes des gens, des militaires, des policiers, il y a plein de gens, ou des gens qui sont à un niveau intellectuel supérieur à la leur, qui sont privés plein de choses, plein de liberté. Justement, c'est pour la liberté. Et puis pour l'avenir de mes enfants, je ne veux pas qu'ils deviennent Comme les communistes. comme les communistes, c'est-à-dire que il y a connaît que le communiste au Laos, c'est pas comme le communiste en France. Oui. Le communiste au Laos, c'est-à-dire que tout ça appartient à l'État. Oui. Il n'y a pas de noyau familial, il n'y a que l'État, le parti, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas vivre avec ça, donc j'ai quitté. Donc vous êtes... En 1975, j'ai quitté le Laos, et je vais en Thaïlande, dans les camps de réfugiés, les camps pour les réfugiés. Oui. Et puis après, mon père, au Laos, en France, là, qui ont fait des papiers pour que je rentre en France. Ton père, C'est il le papy Thibault, là. Ah oui, il est français. Il est français, ouais. D'accord. Donc il t'a fait des papiers pour que tu rentres en France. Je rentre en France. Donc, Il est fait chercher par la Croix-Rouge, ah oui, oui. français. Oui, effectivement, il y a eu des avions qui sont partis de Thaïlande et du Laos pour rapatrier des Français en France. C'est ça? Parce qu'ils allaient fermer les frontières. C'est ce qu'il m'expliquait tout à l'heure. Ouais, mamie est partie tout seul avec tonton Titou et puis Loulou. D'accord. À l'époque, il n'y en a que deux. Et Mimi, elle est dans le ventre De mamie. de mamie. Ils sont partis avant moi. D'accord. Et puis pendant ce temps-là, je reste encore dans les camps de réfugiés pour occuper les autres réfugiés. Et puis une fois arrivé en France, on l'a accueilli par le France Terre d'Asile. Par quoi? La France Terre d'Asile. C'est une ONG, oui. C'est une ONG. Non gouvernementale. Mais subventionnée par l'État, oui. Mais c'est pas officiel, mais c'est pour occuper des réfugiés et puis dispatcher ces réfugiés-là partout en France. Et puis mamie, elle arrive à Montsolimine parce que dans l'association France Terre d'Asile, j'ai un ami qui fait des études avec moi, qui a passé le bac avant moi, et puis comme ses parents qui ont de l'argent, qu'il a envoyé en France pour faire des études en France, mais pour gagner un peu d'argent pour ses études, donc il s'occupe faire des réfugiés, parce que comme il parlait français, et puis il y a des réfugiés qui ne parlent pas le français, donc il fait le traduction, le traducteur, ou s'occuper de ses papiers, aider pour faire des papiers en France. Faire des papiers sanitaires et puis des papiers d'identité, quoi. Donc mamie, elle dit, comment au Laos, pourquoi on choisit Montsolimine? Parce que Montsolimine, c'est comme une petite ville au Laos, donc c'est la campagne, donc ça rapproche un petit peu au Laos, donc elle ne sera pas perdue. D'accord. Voilà, donc c'est tout, Montsolimine. Donc une fois arrivée à Montsolimine, elle va s'occuper dans les centres pour les réfugiés. Oui, c'est le centre de la photo que j'ai sous les yeux. La photo. Oui, là. Non. La photo, le premier Noël, là-bas. Là. Ah oui. Voilà. Là, ça là. Oui. En 76. Ah oui, vous êtes... Ah, mais tu es arrivé à ce moment-là. Ben oui, je viens à peine 6 mois après, quoi. D'accord. Donc vous êtes arrivé... en fait, tu es arrivé par la suite, quoi. Tu es arrivé combien de temps après mamie? 3 mois après. 3 ou 4 mois, là. 3 ou 4 mois après mamie. D'accord. Et puis on l'a logé dans le foyer des jeunes travailleurs. Et pendant ce temps-là, on s'occupait
pour les gens qui font des formations là, pour apprendre le français et apprendre un métier. Mais comme j'ai déjà un métier de technicien déjà, donc je suis tout de suite après, j'ai travaillé chez Jumon Schneider là, à Ah côté, oui. là. C'était où? Ben, à Monceau, là, rue du Gognon là. Là, c'est là. D'accord. Comme, Oui. comme un technicien de maintenance, là, de contrôle. D'accord. De contrôle. Et jusqu'à ma retraite, je travaille dedans là-bas jusqu'à ma retraite. Quoi. D'accord, et ça te plaisait? Ah, Ça te plaisait? ah oui, ça me plaisait parce que au Laos, je ne peux pas m'exercer le métier de technicien. Oui. Que je suis obligé pour vivre, je suis obligé d'enseigner. C'est pas ma vocation, ni ni mon métier. Oui, oui, je comprends. D'accord. Bon, et du coup, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, t'es à la retraite maintenant. Oui, je suis à la retraite et puis voilà, j'ai mes petits-enfants. Oui.